Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. L'imam Dicko répond aux accusations sur sa visite en Algérie. Il était en Algérie il y a cela quelques jours où il a rencontré le président algérien. L'imam Dicko n'était pas le seul. Il y avait des représentants des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Une rencontre ou bien un déplacement qui a suscité la réaction des autorités de Bamako. Le ministre malien des Affaires étrangères avait d'ailleurs convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour lui opposer une vive contestation par rapport à cette réunion organisée par Alger et qui a réuni l'imam Dicko et les représentants des groupes armés. Sauf qu'à son retour, ce 25 décembre, l'imam Dicko a, dans une vidéo de moins d'une quinzaine de minutes, rappelé les circonstances de cette réunion. Il s'est expliqué sur la situation. Lui, qui avait été accusé de trahir le Mali, a dit qu'il ne trahirait jamais le Mali et que le pays, et qu'il doit tout ce qu'il a donc au Mali. Selon lui, la réunion a été initiée par l'Algérie et devrait normalement regrouper, lui, l'imam Dicko, les signataires de l'accord de paix, mais aussi des autorités maliennes qui finalement ne sont pas venues. Plusieurs interrogations ont été lancées au cours de cette vidéo. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Justin Anani. L'imam Dicko, au-delà de tout ce qu'on dit sur lui, peut-être les accusations de trahison, revient, il donne sa version des faits dans cette vidéo. Ouais, je pense que ça a été une démarche cavalière de la part de l'INAM, parce que tout est parti de la bataille qui a eu lieu au niveau de Kidal et que l'armée malienne a réussi avec son compère du groupe Wagner à chasser donc les groupes armés qui évoluent depuis lors jusqu'à ce moment-là par rapport à l'accord d'Alger. Maintenant, lorsque Kidal a été repris, parce que c'était une question de la souveraineté du Mali qui se jouait, et qu'aujourd'hui, la ville ou la zone de Kidal a été dans les mains des forces républicaines, je pense que lorsqu'il doit y avoir une rencontre de ce genre, il va falloir qu'il doit y avoir une prise de contact. Je pense que et ça n'a pas été le cas parce que la position des autorités maliennes démontre que en réalité ces groupes terroristes, comme les autorités maliennes les qualifiaient, et qui ont été chassés, sont retrouvés ou du moins ont été accueillis en Algérie. Maintenant, s'il était question de discuter, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce qu'il faut discuter avec les terroristes qui, à un moment donné, ont pris cette ville, en ont fait tout ce qu'ils voulaient, et qu'à un moment donné, le Mali a décidé de reprendre cette ville avec tout ce qu'il a comme moyen. Maintenant, faire un déplacement pour aller encore discuter avec ces groupes armés, moi je pense que l'imam Dicko... Pour discuter avec le président algérien. Qui a pris l'initiative parce qu'il y avait un accord d'Alger qui était sur le tapis. Voilà, le groupe armé chassé du Kidal estime que les autorités maliennes ont violé l'accord d'Alger. Ce qui n'est pas le cas au niveau des autorités maliennes. Les autorités maliennes disent qu'à un moment donné, il faut maintenant repositionner et voir dans quelle mesure il faut aller vers des négociations et discuter. Donc, la ville de Kidal est prise. Maintenant, s'il doit y avoir des discussions concernant l'accord d'Alger, je pense que ça doit être une question de prise de contact. Ce que l'imam Dicko n'a pas fait et a effectué ce déplacement en solo, les autorités maliennes n'ont pas admis. Donc l'ambassadeur d'Alger au Mali a été convoqué. Également de l'autre côté. Chacun a rappelé son ambassadeur. Voilà, son ambassadeur. Il y a eu peut-être une crise diplomatique entre les deux pays. Et dans cette fourchette-là, je pense que, moi, à mon sens, que en réalité, l'imam Dicko doit quand même écouter la base, qui, à mon sens, entre guillemets, n'est que les autorités maliennes qui dirigent aujourd'hui le Mali. Parce que c'est une question de souveraineté qui se joue. Maintenant, il a effectué le déplacement, il a raconté ces groupes armés que les autorités maliennes qualifient de terroristes. Donc, sur cette base-là, je ne pense pas que ces autorités-là puissent quand même accepter la démarche. C'est d'où il a été traité de traite avec tous les noms d'oiseaux. Et il cherche maintenant à se défendre. Donc, il va falloir que, même s'il faut évoluer dans la logique de discussion, qu'on arrive à comprendre dans quelle mesure il faut mener la discussion. Tel que ça s'est passé, moi je pense que
l'imam Diko a outrepassé également un certain nombre de ses prérogatives. Alors, je voudrais rappeler certains passages de ces déclarations. C'est qu'il aurait été invité 2 fois de suite par le président algérien et qu'il aurait décliné l'invitation et que cette dernière invitation serait la 3e. Et selon le principe, il y aurait une délégation de l'État malien aussi. Et donc, il devait avoir une rencontre, disons, tripartite, les rebelles, lui et puis l'État malien, auprès du président algérien. C'est pourquoi lui se serait rendu en Algérie. Oui. Et c'est là qu'il se rend compte que le gouvernement de Bamako n'était pas représenté. Oui, c'est ce qui n'a pas accroché chez lui avant d'effectuer le déplacement. Il connaît très bien la situation du Mali. Il sait, il est informé, il sait comment est-ce que ce groupe des rebelles qui occupaient la ville de Kidal ont été délogés. Maintenant, il suffisait tout simplement d'appeler peut-être les autorités, peut-être le Premier ministre prend attache avec quelqu'un, une autorité, pour en savoir plus. Mais s'il ne l'a pas fait, il a effectué le déplacement parce que c'est la 3e fois qu'il a reçu une invitation. Les 2 premières, donc, il n'avait pas plus de répondre. Et que la 3e, il a jugé nécessaire maintenant de répondre. Maintenant, il s'est retrouvé nez à nez avec les rebelles qui ont été délogés dans la ville de Kidal. Avec les autorités, c'est là où il a compris que les premiers responsables même du Mali de transition en ce moment ne sont pas là, mais certainement il a fauté. Donc il est imam d'une nation, il a une autorité, mais cela ne l'empêche pas quand même de prendre attache avec. Mais lorsqu'il mène des démarches en solo, celle-là, ça montre que quelque part, il y a quelque chose qui ne cloche pas, et d'où la trahison dont il est question aujourd'hui, dont on l'accuse. Ok, nous reviendrons tout à l'heure sur un autre aspect de cette rencontre-là, mais bien avant. Firmin Teko Agbo, l'imam Diko a fait une vidéo de moins d'une quinzaine de minutes pour expliquer la situation, donner sa version des faits par rapport à cette récente visite effectuée en Algérie où elle a été reçue par le président Abdelmadjid Tebboune. Et puis à son retour, le problème qui a suivi entre le Mali et l'Algérie. Vous savez, moi je me pose une question. J'ai 3 petites choses à développer ici. Je me pose une question. Comment peut-on avoir l'imam Diko à dos lorsqu'on dirige l'État du Mali? Je me pose cette question. Mais posez-vous la question, pourquoi le président algérien a demandé à ce que l'imam Diko fasse partie de la délégation malienne? Si le gars ne représentait pratiquement rien, moi je ne pense pas que le président algérien se serait intéressé ou se serait préoccupé à l'inviter dans son pays. Mais cherchez à savoir qu'est-ce qui a fait tomber Ibeka. Qui a fait tomber Ibeka? C'est l'imam Diko. C'est le coup d'État militaire. C'est vrai, il y a eu des manifestations, sous l'égide de l'imam Diko et de son mouvement. Mais ceux qui ont conclu, en fait, c'est les militaires. C'est les militaires. Ouais. Mais qui était la base? C'est l'imam Diko. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Mais on ne nous le dit pas. Mais c'est parce qu'en réalité, l'imam Diko et le président Ibeka étaient des amis. Et lorsque Ibeka est arrivé au pouvoir, ils s'entendaient très bien. Parce qu'en réalité, on lui accordait un certain nombre de facilités. Mais il me semble à l'époque qu'il y avait un premier ministre qui était arrivé à la primature du Mali et qui a fouillé dans les dossiers, mais qui aurait peut-être coupé ces facilités-là. C'est parti de ce moment que l'imam Diko s'est fâché. Chercher à savoir fouiller, qu'est-ce qui a mené l'imam Diko à s'opposer radicalement à son ami d'hier, Ibeka. C'est la première question qu'il faut se poser. Donc, Ibeka lui-même avait compris plus tard qu'il ne fallait pas l'avoir à dos. Parce que tout d'abord, c'est un religieux. Il a une certaine audience auprès de la masse. Les gens l'apprécient bien. Les gens l'apprécient beaucoup. Il est adulé par un camp. Même si aujourd'hui, il n'est plus dans les bonnes grâces des premières autorités maliennes. Pourquoi peut-on cherché à avoir cet homme-là à dos? La deuxième chose... Faut-il pour autant à tout prix chercher à l'avoir dans son camp, même si les visions ne sont plus les mêmes? Même si les visions ne sont plus les mêmes. Parce qu'en réalité, ceux qui dirigent le pouvoir du Mali n'ont pas une certaine légitimité populaire. On ne les a pas élus dans les urnes. À ce niveau... Quand vous parlez de popularité, ils ont quand même une certaine popularité qui dépasse aujourd'hui celle de l'imam Diko. Tout à fait. Tout à fait. Ah non, écoutez. Moi, je parle de la popularité, les gars. La popularité légitime. Popularité légitime. Oui, c'est attendez. C'est-à-dire, ils ne sont pas, ceux qui dirigent le Mali ne sont pas élus démocratiquement. Alors, vous êtes venus par un coup de force. Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir des fissures? Est-ce qu'il faut chercher aujourd'hui à avoir un pays fracturé?
un pays fissuré, un pays déchiré. Non. Le fait de ne pas aller dans la même direction que l'imam Dicko, finalement, est-ce déjà un élément suffisant pour dire qu'on a un pays fissuré? Non, regardez pareil, ce que je suis en train de dire. Moi, je ne parle même pas seulement du religieux. Ce que moi, je voudrais dire à ce niveau-là, précisément, c'est quoi? Les premières autorités maliennes auraient bien fait à chercher à avoir l'imam Dicko avec eux. Même si les visions ne sont plus les mêmes, il faut tout faire pour l'avoir avec soi, pour discuter avec lui, pour arriver à s'entendre avec lui au niveau de la religion, mais au niveau de la société civile, il faut tout faire, il faut que les autorités fassent tout pour avoir toute la société civile avec elle. C'est-à-dire, c'est comme le général Léa Deman le disait, si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Au niveau de la presse, c'est-à-dire, on ne doit pas avoir des couches socio-professionnelles, des couches divisées. Parce que nous sommes venus par la force des choses. Alors, il faut qu'on ait un peuple avec soi. Il faut qu'on ait toutes les couches avec soi. Et là, on pourrait bien mener à bien notre politique. Parce que, n'oubliez pas, ceux qui dirigent sont en train de combattre les Occidentaux. Alors si vous êtes divisé, l'ennemi va s'infiltrer. Il faut chercher à avoir tout le monde avec soi. C'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est quoi? Comment peut-on avoir l'Algérie à dos? Dans cette situation-là, quand on sait que l'Algérie, quoi qu'on puisse lui reprocher, ou quoi qu'on puisse dire de bien de lui, d'elle, l'Algérie demeure l'Algérie française. Les autorités maliennes ont fait une prouesse. Elles ont Kidal aujourd'hui, qui devient en quelque sorte, qui redevient la propriété du Mali. Kidal, c'est une ville entre guillemets internationale, où la communauté internationale avait posé ses valises, où on disait que oui, là, on combattait les terroristes. Quand vous touchez Kidal, ça veut dire que vous avez fait fort. Alors à ce niveau-là, les terroristes qui étaient là, vous voulez qu'ils aillent où ces terroristes? Au niveau de l'Algérie, parce qu'il y a certains qui vont quitter le Mali. Ils vont aller se chercher dans les pays voisins. L'Algérie ne veut pas avoir de problème. C'est pour ça que l'Algérie dit, venez, on va discuter. Et aussi, celui-là que vous combattez aujourd'hui, que vous chassez sur toutes les zones, que vous chassez sur tous les médias, que vous chassez dans les papiers, que vous chassez partout, peut pistonner un certain nombre de choses. Donc la meilleure des choses aurait été que les autorités maliennes fassent un effort pour ne pas avoir de la division au niveau des pays voisins. Pour que au moins tout qu'ils soient en bon terme avec tous les pays voisins. Elle devrait en réalité participer à cette réunion-là. Si cette réunion a été initiée par le président algérien, elle participe, même si elles ne sont plus d'accord avec l'imam Dicko, mais c'est un frère au-delà de tout. Venez, on va discuter. Après, on peut se laver le linge sale. Le linge sale en famille. On ne doit pas avoir de division. Que ce soit ni au Mali, ni à l'extérieur. Moi, je n'ai pas... Abdoulaye Diop, c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration, mais je n'ai pas apprécié sa politique diplomatique, là. Le fait qu'il ait cherché à convoquer le président, l'ambassadeur d'Algérie au pays, et que cela a été fait vice-versa. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais Guillaume, vous devez savoir que ceux-là qui pensent que moi, je suis contre les autorités maliennes, ils doivent savoir que je n'ai rien contre les autorités maliennes. Mais je sais de dire un certain nombre de vérités. Parce que, en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une prouesse. Mais si on ne maintient pas ça, si on ne tient pas le cap, c'est comme dans les années à venir, on va échouer lamentablement. C'est ce que moi je ne souhaite pas pour Assimi Goïta. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Alors, Justin Anani, l'imam Dicko disait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il avait été invité, estimant qu'il devait y avoir aussi les délégués du Mali, c'est-à-dire le pouvoir actuel. Et c'est à son arrivée qu'il se rend compte qu'il avait argué, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il aurait pu prendre attache avec les autorités maliennes. Il avait aussi argué quelque part dans la vidéo qu'à son retour de la Mecque, il a tenté de rencontrer le président Assimi Goïta en vain. N'est-ce pas là une raison, comme le dit Firmin Teko Agbo, qui crée déjà une division à l'interne et qui pourra être peut-être dommageable pour lui? Mais il ne l'a pas fait en amont. À ce que je sache, il ne l'a pas fait en amont. C'est à son retour qu'il a tenté de rencontrer. La Mecque, il dit à son retour de la Mecque. De la Mecque, bien avant cela. Par quelle alchimie? Bien avant d'aller en Algérie. Par quelle alchimie? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas les éléments pour apprécier. Mais seulement, je fais constater également que l'imam Dicko, dont on parle, qu'on a connu avant la chute du régime de IBK, ce n'est pas le même imam Dicko aujourd'hui. Parce qu'en politique, c'est une question de discours. Le discours politique a changé. Ce que tient l'actuel homme fort du Mali,
comme discours politique vis-à-vis de ce qu'il mène comme combat contre le terrorisme, contre l'impérialisme, est accepté et adoubé dans ce pays du Mali. Donc vis-à-vis ou par rapport à ce que l'imam Dicko, qui est une personnalité religieuse, qui est une personne morale, et qui a quand même de l'audience, parce que quoi qu'on dise, lorsqu'on parle de islam au Mali, donc c'est une grande notoriété, voilà. Donc vis-à-vis également de cet homme. Mais cette démarche vis-à-vis de ce groupe ou de ces groupes armés, qui sont aujourd'hui chassés par les forces de défense et de sécurité du Mali, et avec la complicité des services de Wagner, est apprécié. Maintenant, qu'est-ce que ces groupes-là ont fait durant des années dans ce pays du Mali? Les odes, le déplacement massif des populations, l'assassinat, le terrorisme. Mais je pense que, je l'avais dit ici dans une émission, quelqu'un qui prend les armes et qui se permet de tuer, d'assassiner, de massacrer une population, je ne pense pas que cette personne mérite d'être accueillie et échanger avec elle. Je ne pense pas. Et c'est là où je partage un tout petit peu la position des autorités maliennes, lorsqu'elles estiment que ces groupes ont été accueillis et ont déroulé le tapis rouge à ces gens-là qui ont été chassés de Kidal. Ils ont massacré, ils ont tué. Donc ils doivent être combattus comme tels. Si tel n'a pas été le cas, l'imam que tout le monde respectait dans ce pays, et qui estime qu'après son retour de la Mecque, il a cherché à voir les autorités, et notamment le président Goïta, il n'a pas pu. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas au Mali, mais lorsque vous analysez, la position, un tant soit peu de l'imam Dicko aujourd'hui cloche un tout petit peu. Quand vous interrogez ou vous appelez les confrères du Mali, vous échangez avec eux, c'était plus l'imam Dicko qu'on a connu à un moment donné, qui s'est opposé catégoriquement par rapport à l'injustice, par rapport à la corruption, par rapport au blanchiment d'argent, par rapport au détournement. Vous connaissez bien l'histoire du fils de l'ancien président Ibeka, aujourd'hui qui est réfugié aujourd'hui comment on l'appelle, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc c'est autant d'éléments sur lesquels il faut quand même surfer pour analyser. Bien sûr, le bras de fer qui est mené aujourd'hui, et comme je l'ai fait observer tout à l'heure, c'est contre l'impérialisme. En fait, l'imam Dicko aussi, quelque part, estime que les autorités militaires du Mali lui ont volé, en quelque sorte, sa victoire ou sa popularité, puisque, comme je le disais, Firmin Teko Agbo, c'est lui qui était en première ligne pour ces manifestations contre Ibeka. Finalement, les militaires sont venus conclure la manifestation, c'est eux qui sont le plus adulés, et finalement, l'imam Dicko a vu un peu cette popularité diminuer. Mais qu'est-ce qu'il en veut? Il veut faire quoi? Remplacer Ibeka? Il veut prendre le pouvoir, diriger? Il est une personnalité religieuse morale, ça s'arrête là. Et il est le grand imam qui a écouté, qui a suivi, vis-à-vis de sa prêche, vis-à-vis de sa conception religieuse de l'islam. Bien sûr, il prend la paix, il estime, il ne pense pas qu'on doit quand même tuer au nom qu'on appelle de la religion, tout et tout. Peut-être qu'il est accepté. Mais vis-à-vis d'une situation où le terrorisme sévit, le terrorisme qui impose maintenant sa suprématie, et la loi islamique, et qui tue, qui assassine, qui vole les bétail. On observe des populations qui sont déplacées. Lorsque, au moment où Assimi Goïta était le colonel, j'ai suivi une vidéo dans laquelle il a narré un certain nombre de faits au temps de la présence des forces françaises sur le territoire malien. Et lorsque cette vidéo a commencé par circuler, les Maliens n'ont pas compris. C'est là où les Maliens ont voulu coûte que coûte que la force Barkhane et autres là quittent le Mali. Et ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les militaires sont appréciés. Parce que ce sont eux maintenant qui mènent le combat. Mais si la force Barkhane est là, ou je ne sais pas, de l'ONU était encore là sur le terrain, je ne pense pas que les forces maliennes accompagnées de Wagner, de ce groupe Wagner, réussiraient à déloger les terroristes de Kidal. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut analyser. Si vous estimez que vous êtes une personnalité morale religieuse et on vous écoute sur un certain nombre de faits, un certain nombre de principes, je pense que vous devez aller au-delà des considérations et tenir compte également de la souveraineté du pays et de ce que veut la population. Moi, je pense que le peuple malien ne veut qu'une seule chose, vivre dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude. Maintenant, s'il y a un traitement à faire ou à avoir avec une puissance, ça doit être donnant-donnant. Donc, tel que le Mali a été pillé durant des années, vous voyez ce pays-là, des zones reculées, où les populations
ne savent plus à quel se vouer. C'est difficile de trouver même de l'eau potable. Les écoles sont pratiquement absentes. Avec tout ce qu'on connaît dans les régions de Gao, que ce soit Gao ou Tombouctou dans le temps, vous ne pouvez pas imaginer. Si progressivement des gens ont pris sur eux, les autorités maliennes ont pris sur elles la responsabilité maintenant de redresser, de faire en sorte que le pays retrouve sa souveraineté. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, vous êtes acteur politique, journaliste, vous êtes de l'opposition ou acteur politique, société civile. Je pense que vous avez intérêt à composer avec ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, les forces doivent revenir également aux autochtones. Ça voudrait dire quoi? Aux populations, à ceux-là qui appartiennent le Mali. Le Mali appartient d'abord aux Maliens avant les autres nations, avant les autres relations. Moi, c'est ce que moi je pense de la démarche. Je voudrais commencer avec là où il a conclu, c'est-à-dire aujourd'hui au Mali, on n'a plus besoin de division, comme je l'ai dit. On n'a plus besoin de division. Mais c'est-à-dire, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller chez les autorités maliennes. Mais les autorités maliennes doivent se comporter comme un bon père de famille qui a besoin de tous ses enfants pour construire sa maison. Les premières autorités maliennes, Assimi Goïta, Choguel Maïga, Abdoulaye Diop, elles doivent savoir qu'elles ont besoin de tout le monde, de la presse. Mais ça dit au niveau de la classe politique du Mali, on a besoin de tout le monde. Parce que une petite fissure engendre un certain nombre de dégâts. Elles doivent le remarquer, ces autorités maliennes. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire, s'il faut organiser des rencontres, peut-être en presse, en offre, pour rencontrer tout le monde, pour leur dire, les gars, ce que nous subissons, mais il faut que ça s'arrête. On a besoin de vous pour construire le Mali. On a besoin de tout le monde. Si vous avez des problèmes, venez, exposez-nous ces problèmes. Si vous êtes journaliste, vous avez des problèmes, venez. Nous sommes ouverts et on va voir comment on va gérer. Si vous êtes de la société civile, vous avez des problèmes, venez. Il n'y a plus de société civile de X ou de Y, de position ou de parti au pouvoir. Nous sommes tous des Maliens. Au niveau de la société civile, au niveau de la classe politique, au niveau de la presse, au niveau de la population. Maintenant, la deuxième chose, mais vous devez savoir. Imam Dicko, il a déjà quitté le terrain religieux. Imam Dicko est devenu un politique. C'est ce que les autorités maliennes... Il n'est pas officiellement un homme politique. Pas officiellement. C'est un homme religieux. Si vous lui prêtez des intentions politiques, ça je ne sais pas trop, mais il est un homme religieux, il reste... Il est connu comme tel. Oui, il est connu comme tel, officiellement. C'est ce qu'il lui est. Il est connu officiellement comme un homme religieux. Maintenant, il surfe en réalité, c'est mon analyse. Il est en train de surfer sur ce monde-là religieux parce qu'il sait qu'avec ça, il a une certaine popularité et ça peut l'amener peut-être soit à déstabiliser, soit à stabiliser les choses. Et il sait qu'en réalité, avec son aura religieux, donc il a su, ou il est arrivé à déstabiliser un régime politique, tout un pouvoir, et il a fait tomber tout un pouvoir avec son manteau de religieux. Et là, il s'est dit, mais en réalité, j'ai une force, j'ai une puissance. J'ai un certain pouvoir. Je peux déstabiliser. Je peux aider aussi à stabiliser. Et vous voyez aussi. Et il est en train de jouer dans une sphère politique. Quand il se dit qu'il a cherché à rencontrer Assimi Goïta. Mais en réalité, ce que Justin Nani a dit au premier abord, je suis d'accord avec lui en réalité. Lorsque les militants pour le pouvoir, ils devraient se recroqueviller dans sa mosquée pour dire, moi je prie pour vous. S'il a des remarques à faire, des propositions à faire, il cherche à rencontrer les premières autorités maliennes, Assimi Goïta et ses amis. Mais normalement, il ne devrait pas les dénoncer en réalité sur les médias. Il ne devrait pas les dénoncer. S'il tenait vraiment au Mali, il ne devrait pas les dénoncer. Il se dit, il y a une porte ouverte. Messieurs, ce n'est pas ce qu'on s'est dit au départ. Alors, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais s'il commence pas à les dénoncer publiquement, ça veut dire qu'en réalité, peut-être il y aura une manipulation quelque part. Si demain il les dénonce publiquement, ça veut dire qu'il n'est plus avec eux. Et quand il dit, jusqu'à quand la transition va finir, ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que il y a une manipulation qui vient de quelque part. Imam Dicko n'est plus celui-là que Justin a décrit tout à l'heure. Imam Dicko du temps de Ibeka, ce n'est plus le même. Les autorités maliennes doivent s'en apercevoir. Mais ils ne doivent pas le considérer comme un danger. Parce que, excusez-moi, le terme ce n'est pas si méchant, mais c'est comme il devient en quelque sorte une personne dangereuse. Et on doit faire un effort pour l'avoir avec soi. Parce que si vous êtes divisé, l'ennemi s'infiltre. Lorsqu'on fait une révolution dans un régime de gouvernance pareil comme celui à quoi on assiste au Mali, et lorsque les militaires prennent le pouvoir dans un pays pour assumer une transition, pour essayer de normaliser une situation donnée, et politiquement parlant, lorsque vous n'êtes plus avec eux, on vous met au nouf. Vous êtes de la presse, vous êtes de la société civile ou non, c'est comme ça. Parce que les autorités maliennes aujourd'hui sont inscrites dans une logique de la transition.
Donc ils ont une feuille de route. Vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il y a un conseil qui a été convoqué, qui a regroupé de milliers d'acteurs politiques, de société civile, de tous bords dans ce pays. Maintenant, si aujourd'hui il y a une ligne qui est tracée et que les militaires qui animent la vie de la transition sont en train de suivre, et que vous estimez que vous êtes religieux, vous êtes journaliste, vous êtes de la société civile, vous êtes un parti politique, mais en temps normal, même les partis politiques sont dissous. En temps normal, les partis politiques sont dissous. Toutes les institutions. Tout à fait. Mais là, quand vous êtes là, vous estimez que il est grand temps. Quand vous allez organiser les élections, alors que le pays n'est pas encore sécurisé. Le combat qui a eu lieu dernièrement au niveau de Kidal, est-ce qu'on va organiser une élection à Kidal avec le déplacement massif des populations? Ça ne relance pas l'éternelle question. Sont-ils partis pour durer éternellement au pouvoir? Non, je pense que les situations ne sont pas les mêmes. Dans un pays où, lorsqu'il y a une anomalie et les militaires prennent le pouvoir, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut imposer une suprématie dans l'intervalle de 2 ans, 3 ans. On va vous imposer maintenant d'organiser les élections. Mais le cas du Niger, le cas du Burkina, le cas du Mali, ces cas-là ne sont pas les mêmes. Ce sont les pays qui sont dérangés par les terroristes au quotidien. Mais dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut plutôt aider ces pays-là à stabiliser leur territoire. À partir de ce moment, on peut leur demander maintenant d'organiser les élections. Mais vous qui êtes autochtones, vous qui êtes population, influente, au lieu d'aider ceux-là qui animent la vie politique au niveau de la transition, pour que la situation se normalise très rapidement, vous êtes là, vous évoluez en opposition, ça vous dit que vous êtes manipulé. Je partage votre analyse. Vous êtes manipulé. Imam Dicko n'est pas le seul manipulé. Si véritablement il est manipulé, il y a aussi des acteurs politiques également qui sont manipulés. Il y a les confrères journalistes également qui sont manipulés. On apprend beaucoup de choses. Mais moi je pense que c'est un président dangereux pour le Mali. Mais il va falloir également que ces militaires-là qui assument la transition tiennent bon. Et que finalement, le Mali puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse. Merci beaucoup. À vous, quelque chose à ajouter sinon très rapidement. Oui, non, c'est ce que je t'en ai dit. Mais puisque ceux-là qui contestent aujourd'hui le pouvoir malien n'arrivent pas à approcher les autorités maliennes, que les autorités maliennes leur ouvrent les bras pour leur dire venez ensemble, on n'a pas besoin de faire ça devant la presse, parce qu'ils ont besoin de tous les Maliens. Parce que quand vous avez autant de personnes manipulées face à vous, il vous sera difficile d'aller au bout. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.